Il y a des moments où l'amour ne s'achève pas dans les cris ou les portes qui claquent. Il s'éteint dans un silence presque imperceptible. Tellement discret que tu pourrais passer à côté sans t'en rendre compte. Pas avec des larmes, pas dans la fureur, mais avec un bruit que tu ressens avant même de le comprendre. Comme de la glace qui craque doucement sous tes pas, comme une pression qui se resserre dans ta poitrine et refuse de lâcher prise. Ce soir-là, à la soirée d'entreprise, sous les lumières tamisées et les rires polis, j'ai entendu ce bruit près du bar. Entre les étagères de verre et les reflets assourdis, j'ai vu ma femme embrasser mon meilleur ami. Mon cœur n'a pas accéléré. Il s'est arrêté net. Je n'ai pas bougé. Je n'ai rien dit. Je me suis tourné vers sa femme à lui. Elle m'a regardé calmement et a murmuré « Reste tranquille. Laissons-les se dévoiler eux-mêmes. » Je m'appelle Ryan Caldwell. Jusqu'à cette nuit-là, je croyais encore en la solidité discrète des choses. J'avais 51 ans, j'habitais Chicago depuis assez longtemps pour ne plus vraiment remarquer l'hiver sauf quand il devenait vraiment méchant. J'étais senior opération manager dans un cabinet de conseil où rien de tape à accent grave-l'œil ne survivait et où rien de bâclé ne durait. Je croyais au processus bien rodé, aux traces écrites, à faire les choses correctement même quand personne ne regardait. Je pensais que mon mariage fonctionnait sur le même principe. Émilie et moi étions mariés depuis 23 ans. Pas de scandale, pas de crise spectaculaire, juste un glissement lent que je n'arrivais pas vraiment à nommer. Des discussions qui s'arrêtaient trop tôt, des dîners pris côte à côte plutôt qu'ensemble. Cette entente tacite que le travail passait avant tout, jusqu'au jour où ce n'était plus vrai. La soirée avait lieu dans un grand hôtel du centre-ville, lustre trop imposant, jazz juste assez fort pour étouffer les vérités. Les RH parlaient de « renforcement des liens », la direction de « visibilité ». Émilie avait insisté pour qu'on y aille. Les gens remarquent qui arrive ensemble, m'avait-elle dit en ajustant ses boucles d'oreilles devant le miroir. Ça compte. Elle l'avait dit doucement, raisonnablement comme on dit les choses quand la décision est déjà prise. À peine arrivée, elle s'est éloignée. Attirée par les conversations au centre de la salle, elle rayonnait, sûre d'elle, détendue, regardée. Je l'ai observé rire à une remarque de Mark Mark, celui que je connaissais depuis mes débuts au cabinet. Mark Reynolds, mon ami le plus proche depuis plus de 20 ans. On avait traversé ensemble les promotions, les mauvais patrons, les blagues internes qui avaient survécu aux licenciements et aux restructurations. Nos femmes s'entendaient bien. Nos vies étaient entrelacées d'une façon que je n'avais jamais remise en question. Marc m'a tapé l'épaule près du bar, m'a tendu un verre, a plaisanté sur la musique qui nous vieillissait. Tout semblait normal. Trop normal. Au bout d'un moment, le brouhaha m'a pesé. J'ai prétexté une pause et je me suis dirigé vers le bar, cherchant juste un coin où personne n'attendait rien de moi. Le comptoir courait le long du mur, à moitié masqué par de hautes compositions florales et des bouteilles rétro-éclairées. Le barman essuyait des verres. Quelqu'un a ri non loin. La basse de la musique vibrait doucement dans le sol. Et puis je les ai vus. Pas au milieu, pas imprudent, mais caché dans un angle étroit derrière le bar, un recoin qu'on ne choisit que si on connaît bien la salle. Émilie et Marc. Sa main posée sur sa taille, la sienne accrochée au col de sa veste. Leur baiser n'était ni précipité ni volé. Il était calme, familier, partagé. Le genre d'intimité qui ne demande plus la permission. La salle n'a pas tourné. Je n'ai pas étouffé un cri. Mon corps a simplement coupé quelque chose. Ma poitrine s'est serrée d'un coup, au point que j'ai cru m'évanouir debout. Mes doigts sont devenus insensibles contre le bord du comptoir. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru comprendre ce que voulait dire, avoir le cœur gelé, pas une image, mais un muscle qui refuse de repartir. Je ne sais pas combien de temps je suis resté planté là. Quelques secondes, peut-être plus. La fête continuait. Les verres tintaient. Une femme des RH criait pour une nouvelle tournée. La musique ne s'arrêtait jamais. J'ai reculé lentement, comme si un geste brusque risquait de tout faire voler en éclats. C'est là que j'ai vu Lisa. Elle se tenait de l'autre côté de la salle, près de la piste de danse. Dos droit, visage indéchiffrable. Ses yeux n'étaient pas en train de chercher. Ils étaient rivés sur le même recoin derrière le bar. Elle aussi les avait vus. Nos regards se sont croisés. J'attendais le choc, les larmes, la colère. Ce que j'ai lu à la place m'a glacé bien plus, elle savait déjà. Elle s'est approchée, talons assurés, expression maîtrisée. Elle s'est arrêtée tout près,
Assez pour que je sente son parfum propre, familier. Ne réagis pas, a-t-elle murmuré. Pas ici. J'ai dégluti, la gorge râpeuse. Tu savais. Depuis quelques semaines. Assez longtemps pour comprendre ce que c'est vraiment. Je l'ai regardée, perdue. C'est-à-dire? Elle m'a fixé vraiment, cette fois. Ce n'est pas seulement une histoire de coucherie. Et les confronter maintenant leur laisserait juste l'espace pour mentir. Ces mots ont traversé le brouillard dans ma tête. Ils parleront d'erreur, a-t-elle continué. De malentendus. Ils jureront que ce n'était pas voulu. J'ai secoué légèrement la tête. Alors on fait quoi? Sa voix est restée égale. Bon, on attend. À attendre quoi? Et qu'il se dévoile eux-mêmes. Comme ça, personne ne pourra prétendre que c'était un accident. Je l'ai dévisagé, essayant de faire coller son calme avec l'effondrement qui se produisait dans ma poitrine. De l'autre côté de la salle, Marc-Harry a une remarque d'Émilie. Elle s'est penchée vers lui, inconsciente ou indifférente que tout ce qui la soutenait était déjà en train de se fissurer. Lisa a repris, plus bas, au début, je refusais d'y croire. 20 ans ne s'effacent pas en une nuit, mais les mensonges, eux, laissent des traces. Quel genre de traces? Pas seulement dans une chambre. Sur le papier. Une sensation glacée s'est installée en moi. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était calculé. Elle a posé une main légère sur mon bras, pas pour me réconforter, pour m'ancrer. Reste calme, Ryan. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de ce qu'ils ont commencé. La musique a gonflé. Quelqu'un a applaudi près de la scène. La soirée a continué comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé. Je ne ressentais pas encore de la colère. Je ressentais de la clarté. Pour la première fois ce soir-là, j'ai compris que ce que j'avais vu n'était pas la fin de mon mariage. C'était le premier acte d'un règlement de compte. Et cette fois, le silence n'était plus une capitulation. C'était une arme. Je suis rentré seul de la soirée. Sans dire au revoir à personne. Sans chercher Émilie ni Marc. J'ai dépassé le voiturier, j'ai serré mon manteau contre le froid mordant de Chicago et je me suis enfoncé dans une nuit qui sentait la neige sale et les gaz d'échappement. La ville était déjà habillée pour décembre, neige fondue et crasseuse sur les trottoirs, banderoles Black Friday qui claquaient aux poteaux, gens pressés avec leurs sacs et leurs projets qui ne m'incluaient plus. 20 minutes plus tard, le téléphone a vibré. Message d'Émilie. Coincée dans une discussion avec le juridique et la finance. Ne m'attends pas. J'ai fixé les mots au feu rouge. Ils sonnaient trop propres, trop répétés, comme une excuse qu'on se fait à soi-même avant de la dire aux autres. J'ai répondu simplement, ok. Ce n'était pas du pardon. C'était de la retenue. La maison était sombre quand je suis arrivé. Silencieuse d'une façon presque artificielle, comme une maison témoin après la fermeture. J'ai posé mes clés sur la console de l'entrée et je suis resté là, à écouter. Pas de télé, pas de lave-vaisselle, juste le ronron discret du chauffage qui luttait contre le froid. J'ai rempli un verre d'eau et je l'ai bu d'un trait. Ma main tremblait, le verre a cogné le plan de travail avec un bruit sourd qui a résonné dans toute la cuisine. Dans le salon, le sapin de Noël brillait à moitié décoré. Émilie avait dit qu'on le finirait ensemble, quand les choses se calmeraient. Je me suis planté devant, et j'ai senti quelque chose céder en moi. Pas d'un coup, pas violemment, comme une couture qui lâche fil à fil. Je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé mon reflet dans la vitre noire. Je ne me reconnaissais pas. Pas parce que j'avais l'air brisé, mais parce que j'avais l'air réveillé. Vraiment réveillé, comme je ne l'avais pas été depuis des années. Je n'ai pas pleuré. Ça m'a surpris. Émilie est rentrée vers minuit. Je l'ai entendue avant de la voir, talons retirés, clés jetées, soupir qui sonnait appris par cœur. « T'es parti tôt », a-t-elle dit en entrant dans le salon. Je me sentais pas bien. Elle a hoché la tête, déjà en train de passer. Longue soirée. Elle m'a embrassé la joue rapide, habituelle, efficace et est montée prendre sa douche. L'eau a coulé. Je suis resté sur le canapé, à compter les secondes entre mes respirations, me demandant si la culpabilité faisait le même bruit que l'eau qui coule. Quand elle s'est couchée, elle s'est endormie presque tout de suite, dos tourné. Moi je suis resté éveillé, les yeux au plafond, à reconstituer les mois passés. Les réunions qui finissaient après minuit. Les mots de passe changeaient sans raison.
son téléphone toujours posé face cachée. Le jour où elle avait arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Vers l'aube, une certitude s'est posée lourdement dans ma poitrine, le pire n'était pas le baiser. C'était la conviction qu'elle avait cessé de me voir bien avant. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. Émilie dormait sur le ventre, paisible, sans trace de tourment. Je l'ai regardée un instant, à la recherche d'un regret, d'une angoisse, n'importe quoi. Rien. Dans la cuisine, j'ai préparé le café et je l'ai bu debout. Les infos murmuraient en fond, marché, licenciement, inflation. J'ai ouvert notre compte joint pendant que le café refroidissait. Rien de spectaculaire, pas de gros retraits, mais des petits virements réguliers, des libellés flous, consulting, avance voyage, des montants qui revenaient comme des habitudes. Je me suis dit que c'était sûrement rien. Je ne me suis pas cru. Au bureau, l'ambiance était encore à la fête de la veille. T'as vu Marc faire son show? Et Émilie gère grave. Un gros pitch qui arrive. Marc est passé à mon bureau en milieu de matinée, sourire facile en place. Super ambiance hier soir, hein? On sentait la dynamique. Ouais, c'était fort, j'ai répondu. Il s'est appuyé contre mon bureau et a parlé du pitch à venir, de l'excitation de la direction, de comment ce projet allait tout changer. En l'écoutant, j'ai compris quelque chose de troublant, il récitait. Il avait répété. Émilie m'a texté juste avant le déjeuner. Tu me manques. Dîner ce soir? J'ai fixé le message un long moment. Ok, j'ai répondu. À midi, je suis sorti du bâtiment malgré le froid. J'avais besoin d'air qui ne sente pas l'ambition recyclée. Je me suis assis sur un banc dans un petit square, le souffle en nuages blancs, et j'ai regardé mon téléphone. Un nouveau message d'un numéro inconnu. On devrait parler. Pas des sentiments. Des faits. Elisa. Mon pouce a hésité. Une partie de moi voulait ignorer, rentrer, faire comme si la veille n'avait rien fissuré. Cette partie-là avait gardé ma vie bien rangée pendant longtemps. Mais une autre voix, plus basse, plus dangereuse, a murmuré, si Lisa t'écrit, c'est que c'est plus gros que toi. J'ai répondu, quand? Demain matin 8h. Corner café, Maple et Third. Petit, discret. J'ai verrouillé mon téléphone et j'ai expiré lentement. Ce soir-là, Émilie a parlé boulot pendant le dîner, stress, sentiment d'être sous-estimée. Elle a ri doucement, a pris ma main. Je l'ai laissé faire. T'es silencieux. Ça va? Je suis fatigué. C'était vrai. Juste pas comme elle l'entendait. Cette nuit-là, après qu'elle s'est endormie, mes pensées ne tournaient plus en rond. Elles s'alignaient. Lisa en savait plus. Marc était impliqué dans quelque chose de prémédité. Et quoi que ce soit, ça ne se réglerait pas avec des excuses ou de la sincérité. Je ne ressentais pas de rage. Je ressentais la pression nette d'une décision qui prenait forme. Le silence avait protégé ma vie autrefois. Maintenant, il devenait autre chose. Le café sur Maple et Third était presque désert quand je suis arrivé. Un de ces endroits faits pour les gens qui veulent passer inaperçus, table en bois mat, tasse simple, pas de musique qui force l'émotion. J'ai pris une place au fond, face à la vitre, pour voir la rue sans être vu. La neige de la veille collait encore en tas gris sur le trottoir. L'hiver à Chicago ne fait pas d'entrée fracassante, il s'installe et reste. J'ai commandé un café noir que je n'ai pas touché. Lisa est arrivée pile à l'heure, manteau sombre boutonné jusqu'en haut, cheveux tirés en arrière, maquillage minimal juste pour avoir l'air éveillé. Elle m'a repéré, s'est approchée sans hésiter. Merci d'être venu, a-t-elle dit doucement en s'asseyant. J'étais pas sûr de devoir. Elle a hoché la tête. C'est normal. On est resté silencieux un instant, pas gêné, juste posé. Puis elle a posé un dossier fin sur la table. Le carton a fait un petit bruit sec, définitif. J'ai découvert il y a 3 semaines. Pas tout, mais assez pour savoir que quelque chose clochait. Vas-tu la confronter? Une fois, en privé. Elle a expiré lentement. Il m'a dit que c'était rien, que lui et Émilie collaboraient juste, que je voyais des choses parce que j'étais fatigué. J'ai senti la même piqûre familière, comme il est facile de faire passer le doute pour de la faiblesse. Je voulais le croire, a-t-elle repris. 20 ans ne s'effacent pas comme ça, mais les mensonges finissent toujours par se montrer négligents.
Elle a ouvert le dossier. Capture d'écran, message entre Marc et Émilie. Pas cru, pas amoureux. Pire, assuré, stratégique, plein de références à des réunions, des brouillons, des prochaines étapes. Ils ont été prudents, a dit Lisa. Pas de photos, pas de mots trop évidents. Mais quand tu arrêtes de chercher de l'amour et que tu commences à chercher de la coordination, tout est là. J'ai dégluti. Pourquoi tu viens me voir maintenant? Parce qu'au début je pensais que c'était juste une liaison. Et maintenant je sais que non. Elle a poussé une autre page, relevé bancaire, virement fractionné pour passer inaperçu, date qui collait parfaitement avec des voyages pro et dîners clients. Et là, j'ai vu notre compte joint. Ils ont pris de l'argent, j'ai murmuré. De petites sommes, sur la durée. Juste assez pour tester les limites. J'ai fixé le papier, un goût métallique dans la bouche. Pas du choc. De la reconnaissance. J'avais regardé nos comptes la veille. J'avais vu les motifs. Je m'étais dit que j'imaginais. Mais tu n'imaginais pas, a-t-elle dit. Puis elle a sorti une tablette et ouvert une présentation. La structure était identique à la mienne. Même ordre des slides, même typo que je n'avais jamais corrigé sur la slide 4. Ils ont copié, j'ai soufflé. Oui. Et ils comptent le pitcher comme étant de la semaine prochaine. Quelque chose s'est cristallisé en moi. Pas de la colère. De la netteté. Mais si on les confronte maintenant, ils diront que c'était partagé. Exactement. Alors on les laisse présenter. Pour que le juridique voie que ce n'était pas un accident. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. J'ai passé la main dans mes cheveux. Ça va tout faire exploser. Pour la première fois, sa façade a vacillé. Je sais. Je ne le hais pas d'avoir choisi Émilie. Je le hais d'avoir choisi le mensonge au lieu de mettre fin proprement. J'ai pensé à la main d'Émilie sur la mienne la veille, à son « je me sens invisible ». À la facilité avec laquelle elle avait menti. Je suis partant. Elle a expiré, un soulagement discret. Alors on fait sa propre. Pas de drame. Juste des faits, métadonnées, log d'accès, relevé bancaire. Je peux aider pour ça. En se levant, elle a ajouté, il y aura des moments où tu voudras tout lui balancer, exiger des explications. Ne le fais pas. L'émotion leur donne l'espace pour réécrire l'histoire. Dehors, le froid m'a giflé. J'ai marché vers le bureau, dossier sous le bras, pas furieux. En train de m'ajuster. La vérité n'était pas bruyante. Elle était lourde. Les 7 jours suivants ont paru interminables, pas parce que le temps traînait, mais parce que chaque heure pesait. J'ai continué à me lever tôt, à boire dans la même tasse ébréchée, à embrasser Émilie sur la joue avant de partir, à hocher la tête dans les couloirs quand je croisais Marc. J'étais devenu excellent à avoir l'air normal. Lisa et moi échangions peu, messages courts, précis, sans émotion. Chaque mot écrit comme s'il pouvait un jour être lu à voix haute devant un tribunal. J'ai sorti les logs d'accès sous prétexte d'un audit de routine. Les identifiants d'Émilie avaient touché mes dossiers d'archives tard le soir, 2 fois, pile les jours où Marc avait réclamé des mises à jour. J'ai tout documenté. Le 4e jour, Marc m'a demandé de relire la version finale du deck. Juste tes yeux dessus, tu connais la direction. Je l'ai reçu sans hésiter. Comparaison côte à côte le soir même flux, même phrasing, même slide inutile que j'avais failli virer. Métadonnées intactes. Date de création implacable. Le 5e jour, Émilie s'est faite plus douce, presque nostalgique. Dîner cuisiné, idée de week-end, main sur mon bras comme pour vérifier que j'étais toujours là. Peut-être de la culpabilité. Peut-être juste de l'instinct. Dans tous les cas, ça confirmait ce que Lisa m'avait dit, il se sentait en sécurité. Le 6e jour, Lisa m'a appelé, vraiment appelé. Je suis fatiguée, a-t-elle avoué. Pas de tout ça, de faire semblant que je ne regrette pas l'homme qu'il était avant. Silence réel sur la ligne. On est presque au bout, j'ai dit. Je sais. Et ça me fait plus peur que le début. Le jour J est arrivé sans signe particulier. Émilie partit tôt, habillée avec soin. Marc a envoyé un pouce levé dans le chat groupe. La salle de conférence était pleine, direction, juridique, RH. À 14h30, je me suis assis au 2e rang. Lisa 3 places derrière.
On ne sait pas regarder. Marc a commencé, voix assurée, sourire détendu. Émilie à ses côtés, tablette en main. Ils ont enchaîné comme si c'était leur création depuis toujours. 5 minutes après le début, la porte du fond s'est ouverte. 2 personnes sont entrées, juridique et conformité. L'air de la pièce a changé d'un coup. La SUIO a pris la parole calmement, avant de continuer, nous devons aborder quelque chose. Marc a souri, un peu trop tard. Bien sûr. Le juridique a reçu ce matin des éléments concernant l'origine de ce matériel, brouillons originaux, log d'accès, métadonnées, relevés financiers. La salle s'est figée. Nous mettons la présentation en pause. Marc a ri nerveusement. C'est forcément un malentendu. Le juriste, pouvez-vous expliquer pourquoi de larges parties correspondent mot pour mot aux fichiers internes de M. Caldwell, avec des timestamps antérieurs à votre implication? Tous les regards se sont tournés vers moi. Je me suis levé. Oui. Ce sont mes brouillons. J'ai gardé les originaux avec date et historique d'accès. Émilie a inspiré brusquement. Marc a secoué la tête. Ryan a partagé ses fichiers. C'était collaboratif. Nous avons vérifié les logs, a repris le juriste. Vos identifiants ont accédé aux archives de M. Caldwell hors horaire, 2 fois. Émilie blêmissait. On m'a demandé de vérifier quelque chose. La SUIO a levé la main. Nous n'avons pas fini. Conformité, nous avons aussi identifié des virements vers une LLC nouvellement créée, reliée au compte des 2 présentateurs. Dates alignées avec vos notes de frais. Marc a craqué. C'est sorti de son contexte. Avant de le présenter comme étant vôtre, a demandé la SUIO. Silence. Émilie, voix tremblante, je me sentais coincé. Il m'a dit que c'était temporaire, qu'on arrangerait tout. La SUIO suspendait la présentation. Accompagnez M. Reynolds et Mme Caldwell au RH. La sécurité est apparue, discrète mais présente. En sortant, Marc m'a regardé. Plus de confiance, juste la réalité qui le rattrapait. Lisa est passée près de moi. Il fallait qu'ils le disent à voix haute. Ils l'ont fait. Dehors, Émilie m'attendait près des ascenseurs, bras croisés sur elle-même. Ryan, s'il te plaît. Je me suis arrêté à distance. Je voulais pas que ça se passe comme ça, a-t-elle murmuré. Je sais. Mais vouloir n'est pas choisir. Elle a ouvert la bouche, rien n'est sorti. Je suis passé sans un mot de plus. Dans le couloir, quelque chose s'est desserré en moi. Pas du soulagement exactement. Une libération. La vérité n'avait pas explosé. Elle s'était simplement posée sur la table. Irréfutable. Les jours suivants ont été mécaniques. Entretien juridique, documents fournis, log confirmé, transactions tracées. Les faits avancent plus vite que les sentiments. Émilie et moi ne parlions que logistique, redirection courrier, gare du chien. Elle s'est excusée une fois, doucement, sans attendre de réponse. J'ai accepté sans promettre le pardon. Un soir je lui ai dit, j'aurais voulu te pardonner. Mais pardonner ne veut pas dire continuer à vivre ensemble. Elle a hoché la tête, comprenant trop tard. J'ai changé les serrures 2 jours après son départ. Pas par colère. Par clarté. J'ai séparé les comptes, sécurisé les accès. Les papiers du 401K ont pris du temps, mais il y avait du réconfort dans la précision des chiffres. Émilie est passée une fois récupérer des affaires. Elle est restée sur le seuil comme une visiteuse. On a parlé calmement, pratiquement. Elle s'est excusée encore, sans justification. Le dire désolé ne répare rien, je sais. Non. Mais la façon dont tu le dis compte. Elle est partie sans se retourner. Au bureau, l'enquête a continué sans tapage. Marc a disparu des agendas. Le bureau d'Émilie est resté éteint. Le projet a été gelé, puis réattribué avec une documentation blindée. On m'a remercié pour mon professionnalisme. Pour ma retenue. Personne n'a parlé de courage. Je n'en avais pas besoin. Lisa et moi nous sommes revus pour un dîner discret, terrain neutre. On n'a pas parlé d'eux. On a parlé de sommeil, de thérapie, de la fatigue propre qu'on ressent quand on arrête de porter des mensonges. Je me sens pas victorieuse, a-t-elle dit. Moi non plus. Tant mieux.
Ça veut dire qu'on ne s'est pas perdu. Émilie a fini par partir chez sa sœur. Elle a laissé un mot sur le plan de travail. Je l'ai plié et rangé. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la soirée, j'ai dormi profondément. Pas parce que tout était réglé. Parce que plus rien n'était caché. La maison a réappris le silence. Pas celui qui suit une dispute, pas celui qui attend un retour. Un silence qui s'installe doucement, pièce par pièce, comme si les murs s'ajustaient à une nouvelle vérité. Des mois plus tard, l'entreprise s'est stabilisée. On m'a proposé un rôle de lead sur un nouveau projet, transparent, avec des garde-fous. J'ai accepté. Pas pour la reconnaissance. Parce que c'était propre. Émilie et moi avons finalisé la séparation sans drame. Elle a tourné la page vite. Je lui ai souhaité du bien sans la suivre des yeux. Un soir, en posant un verre d'eau sur le comptoir, le bruit m'a arrêté. Pas cassant. Pas fragile. Solide. Entier. J'ai souri sans m'en rendre compte. Ce qu'on appelle parfois la vengeance silencieuse, ce n'est pas de la vengeance. C'est la décision d'arrêter de disparaître. D'arrêter d'absorber les blessures en les appelant amour. D'arrêter de prendre l'endurance pour de la dignité. D'arrêter de confondre la patience avec l'effacement de soi. C'est le moment où tu choisis de voir net, puis d'agir sans cruauté, sans spectacle, sans demander la permission. Le vrai dénouement n'a jamais eu besoin de public. Juste de vérité. Parfois je repense à cette soirée. La musique, les rires, tout qui semblait intact, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Je me souviens à quel point j'ai failli exploser sur place. Et je suis reconnaissant de ne pas l'avoir fait. Parce que attendre ne m'a pas volé ma voix. Ça lui a donné sa forme.